T'es prêt? Clap. François Berléand, bonjour. Bonjour. Bienvenue en Savoie. Merci. Vous allez bien? Comment aller mal dans un endroit aussi paradisiaque que celui-là? Que Aix-les-Bains. Eh oui. Bon. Comment vous avez réagi quand on vous a proposé de devenir le parrain de la première édition du cinéma d'Aix-les-Bains? Quand on m'a proposé ça, j'ai dit pourquoi parrain? Alors on m'a dit parce qu'il n'y a pas de jury, c'est uniquement le public qui décidera des prix. Donc j'ai dit ça c'est une bonne nouvelle. Et puis il y a la deuxième chose, c'est que non seulement c'est un festival de cinéma, mais c'est aussi un festival de chefs étoilés. Eh oui. Et oui. Donc on sait qu'il y a un repas midi, mais surtout le soir, parce que le chef étoilé vient le soir. On sait qu'il y a un repas assez exceptionnel qui va se dérouler. Donc voilà, comme j'aime, c'est mon métier, et j'aime le cinéma par-dessus tout, et puis j'aime en plus, en deuxième, à part mes enfants, j'aime manger. Donc voilà, tout était réuni pour que ce soit un moment très très festif. Bon, et donc quel va être votre rôle du coup en tant que parrain dans ce festival? Déjà, j'ai parlé hier longuement avec la directrice, la présidente du festival, et voilà, je lui dis ce qu'il fallait qu'elle fasse pour l'année d'après, pour qu'il y ait peut-être plus de vedettes qui viennent. Et donc je pense qu'elle a entendu, elle a bien entendu ce que je lui ai dit, et je lui ai dit on va se retrouver à Paris, et puis moi je vais te présenter les personnes qu'il faut avoir dans le... Après c'est assez compliqué, hein. C'est vrai que juin, c'est un mois où on travaille beaucoup. Eh oui. On tourne beaucoup dans le cinéma, on tourne beaucoup, quoi. C'est après Cannes. Cannes, on sait qu'il... Après les projets se font. Donc c'est un peu... le cinéma se met un peu en veilleuse au moment du festival de Cannes, parce qu'en général les producteurs sont là, les metteurs en scène, enfin bon, quand même il y a de la place, mais en général les films se tournent tout de suite après, parce qu'on a besoin de soleil, de beau temps, etc. Et donc c'est pas simple d'avoir les vedettes, etc. Mais quand même, malgré tout... Ils sont là. Donc vous avez été porteur de conseils en fait aussi. Voilà, pour l'instant c'est porteur de conseils, etc. Et puis après, c'est moi qui vais remettre les prix, et puis je vais remettre le prix d'honneur à André Dussolier, qui est un vieux complice. Et grand comédien. Bon, il semble alors qu'on ait un point commun, vous et moi. Vous êtes également dyslexique et dyscalculique et dysorthographique. Dysorthographique. Alors, gaucher contrarié. Et gaucher contrarié. Bon, donc... Et cobaye de la méthode globale, ce que vous n'avez pas été. Non, ça non. Voilà. Mais notre point commun, c'est le trouble 10. Et donc je voulais vous poser cette question. Ça a été un frein ou un moteur dans votre parcours? Alors, ça a été beaucoup de complexes, parce qu'on m'a réappris à lire en 6e, alors que techniquement je savais lire, mais je ne retenais rien. Donc ça a été un moment très très difficile, parce que il a fallu que j'aille dans des écoles privées un peu spécialisées, qui n'existaient pas vraiment à l'époque, mais dans des très petites structures. Et puis surtout, j'avais un très très gros handicap, c'est que je lisais très très mal à haute voix. Pour la raison que ce que je lisais ne s'imprimait pas vraiment. Je lisais, mais je ne retenais rien de ce que je lisais. Et puis bon, j'ai énormément travaillé avec... à l'époque, ça n'existait pas les orthophonistes, mais c'était des psychologues. Et puis finalement, j'ai réussi à surmonter cet handicap. Et puis dans toute ma carrière d'acteur, Dieu sait s'il faut lire, des scénarios, des pièces de théâtre, surtout des pièces de théâtre quand j'ai commencé. Et à un moment donné, il y avait la lecture à haute voix avec les autres acteurs. Et là, ça a été... Là, ça a été compliqué. Alors heureusement, j'ai commencé dans le théâtre subventionné. Dans le théâtre subventionné, surtout on disait, on fait des lectures à plat. Et donc, il fallait surtout mettre d'intention, choses comme ça, etc. Simple lecture. Et donc, ça a été parfait pendant 20 ans. Et puis, après l'âge aidant, j'ai surmonté tous ces handicaps. Et puis, maintenant, je pense que je suis un bon lecteur à haute voix. On propose beaucoup de lectures. Ce que je fais, ma grande victoire, ça a été... il y a un concours sur la 5
qui est fait par la Grande Librairie, des lectures à haute voix d'enfants, enfin de collégiens et puis de lycéens. Et j'ai été membre du jury des collégiens. Et bon, alors, ce sont des enfants qui sont des lecteurs extraordinaires. Mais justement, moi, je pouvais parler, moi, du handicap que j'avais au départ. Et ça a été un grand moment de revanche sur mon problème. François, après plus de 200 films et séries tournées, est-ce que vous avez toujours la même passion pour votre métier, la même énergie? Est-ce que le feu est toujours là? Ah bah, le feu, il sera jusqu'à ce que je meure. Hein. Enfin, je ne sois plus en position de faire quoi que ce soit, mais moi j'ai trop besoin de tourner, de la caméra, ou du plateau, surtout du plateau de théâtre, etc. Pour moi, c'est vraiment... vital, finalement. C'est vital. Mais plus le théâtre que le cinéma. Ah oui, plus le théâtre. Oui, parce que moi, j'aime bien quand il y a le public et que vous ça sentez répond, cette présence-là. Ouais. Et à quel âge vous vous êtes dit, tiens, je veux devenir comédien? C'est venu très tôt ou pas tout de suite? Non, pas du tout. C'était moi. Alors, encore une fois, je fais partie d'une famille qui sortait beaucoup, qui allait au cinéma, au théâtre, au concert, voir de la danse, des ballets, des choses comme ça, etc. On était très très ouverts sur tout. J'avais du côté maternel, ma grand-mère était un premier prix conservateur de piano, son père était chef d'orchestre. Et du côté paternel, ce que j'ai su quand j'ai décidé d'être acteur, j'ai appris parce que c'était russe, que ma babouchka était comédienne et que son mari, que je n'ai pas connu parce qu'il est mort en déportation, son mari était metteur en scène de théâtre, etc. Et donc, et critique de cinéma, enfin bon. Dans l'art, quoi. Oui, dans l'art. Et bon, jamais on en a parlé dans la famille. Et une fois, j'ai fait une école de commerce dans laquelle il y avait un groupe théâtre. On m'a inscrit, pas moi qui me suis inscrit, on m'a inscrit. Je devais aller au théâtre voir un copain, je devais aller avec un copain voir un théâtre, allez, ça commence. Je devais aller voir une pièce de théâtre avec un ami. Et en fin de compte, ce copain m'a téléphoné en disant je suis désolé, je suis malade, je ne peux pas. Vous y êtes allé tout seul? Non, je ne suis pas allé tout seul justement. J'ai dit bon bah tant pis, parce que c'est lui qui avait les billets, moi j'habitais à l'autre côté de Paris. Et j'ai raccroché, il m'a dit de toute façon on pourra y aller la semaine prochaine. Et je raccroche, et 5 minutes plus tard, le groupe théâtre de cette école de commerce m'appelle en disant voilà, t'es inscrit, il y a un rôle à pourvoir, viens. Et j'y suis inscrit à quoi? Puis je suis allé, on m'a pris. Et dès que j'ai mis les pieds sur le plateau, j'ai dit c'est ça que je veux faire. Tout de suite. Mais ça a été un truc incroyable. C'était au Théâtre de Nouveau à Paris, c'était un vrai théâtre et je dis c'est ça que je veux faire. Et c'était parti. Et après toutes ces années de métier, est-ce qu'il y a encore des rôles que vous n'avez pas encore joués, que vous aimeriez interpréter dans votre palette de jeux? Est-ce qu'il y a encore des personnages finalement que vous aimeriez? Mais le problème c'est que là c'était... Voilà, Hamlet c'est fini, tout ça, etc. Donc moi j'ai 70 ans maintenant. Ça va être un tout petit peu compliqué de faire les rôles que je voudrais faire. Mais c'est vrai qu'il y a des... voilà, du Tchekhov que j'aimerais jouer. Voilà, pas mal de rôles dans Tchekhov où on peut... Le Roi Lear, par exemple, de qui est une super pièce, le Roi Lear. Voilà, il y a encore quelques rôles comme ça, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup que je ne peux plus faire. En 2000, vous recevez le César du meilleur acteur dans un second rôle pour le film Ma petite entreprise. Comment vous avez vécu ce moment? C'est quelque chose de recevoir un César? Oui, alors c'était particulier parce que, en fin de compte, il y avait un match de rugby. Moi, je suis fou de rugby. Donc c'était France-Angleterre et j'avais été avec un copain au stade de France. Moi, j'étais invité, voilà, et puis on a vraiment pas mal picolé au déjeuner. C'était un déjeuner qui était offert par la fédération, tout ça, etc. Et puis, j'étais arrivé au match, un peu... et on avait pris, c'était France-Angleterre, on avait pris une raclée par les Anglais. Et j'étais triste, c'était terrible. Et on revient en RER avec mon pote et il me dit t'as préparé quelque chose? Je dis non, préparé quoi? Je ne veux pas l'avoir de toute façon. Donc, t'as vu ce qu'il y a? Il y avait Claude Rich, il y avait André Dussolier. Et
Et puis je dis, en plus on a perdu. Voilà, donc comment veux-tu que je l'aie, etc. Puis je rentre chez moi et je tombe, mais tellement j'étais fatigué. Et puis je fais une sieste très longue. Et on me réveille à 8h, on me dit hey, François, il faut y aller, etc. Donc j'ai les cheveux comme ça. J'ai pris une douche, mais je me suis lavé les cheveux, donc c'était encore pire, enfin je sais pas quoi. Et puis je mets un smoking qu'on m'avait prêté. J'étais, mais rien n'allait. Rien n'allait. Et quand j'ai entendu Ariel Dombal dire, et le gagnant est François Berléand, tout au ralenti, François Berléand. Merde, c'est moi et j'avais rien préparé. Et là, c'est le moment d'impro. Et du coup, moi, voir une salle pleine, ne pas avoir évidemment préparé quoi que ce soit, j'étais mal. J'ai essayé de faire de l'humour, personne ne riait. Donc j'avais un bouchard dans la gorge, enfin c'était affreux. C'était le pire moment de ma vie, je crois. Je vous souhaite un bon festival. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.